Et salut à tous, j'espère que vous allez, vous allez bien. On va commencer ce live. Alors, au programme, on va faire le point sur ce qui se passe sur Bitcoin. On va faire probablement le point peut-être sur les crypto-monnaies si vous avez envie qu'on en parle, si vous avez des questions sur le sujet. L'idée, comme d'habitude, c'est de prendre du recul sur ce qui se passe, essayer de comprendre un petit peu la dynamique en cours. Est-ce qu'on se situe au fond du trou ou pas? Et au passage, j'aimerais bien savoir comment se passe votre semaine. Et vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du marché? Alors, je bois mon thé en même temps, excusez-moi. L'idée, donc, ça va être vraiment d'analyser un petit peu la dynamique actuelle, histoire de comprendre les structures, les patterns, voir un petit peu ce que font les institutionnels sur les niveaux actuels. On est quand même sur des niveaux importants, ça je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière. On a eu des choses intéressantes quand même sur des intervalles de temps plus courts. Je pense qu'on abordera ça, également. Je pense qu'on va pas tarder à commencer. Donc si vous avez des questions, l'idée ici c'est que vous pouvez interagir. N'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Alors pour essayer d'analyser un petit peu d'abord cette structure-là, on va virer une moyenne mobile. Ça va permettre d'améliorer un petit peu la lecture. Et comme ça, on va vraiment identifier les tendances, les structures, les patterns, histoire qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez exactement où on se situe et ce à quoi on peut s'attendre en fait dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc première chose déjà, inutile de le rappeler, mais on est clairement ici sur une dynamique qui est baissière, sur des intervalles de temps qui sont plutôt longues. Alors c'est clairement pas des structures, vous voyez, on s'en sort pas en 2 heures, ou en 2 jours. Ça va vraiment mettre du temps ici pour structurer les choses. C'est pour ça qu'on a le temps. Je pense qu'on a un catalyseur aussi qui arrive, qui est probablement la loi Clarity. Donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on attend d'ici probablement le mois de mars, peut-être le mois d'avril. Et je pense que ça peut servir éventuellement de catalyseur. Il est très clair que depuis décembre 2022 ici, on était sur une dynamique qui était vraiment haussière. On le voit ici, de toute façon, quand on traçait vraiment ces structures-là, on était quand même sur quelque chose de très haussier. On voit qu'on a cassé une oblique sur ces niveaux-là, on est passé au-dessous. Depuis, la dynamique s'est retournée et nous sommes toujours sur une dynamique baissière. Sur ces moyennes mobile 40 sur du weekly a servi de support systématiquement sur quasiment tous les retracements haussier, donc jusqu'à preuve du contraire ici c'était une dynamique haussière. Du moment où on a cassé ici la moyenne mobile, qu'on est passé sous l'oblique, on s'est de nouveau retrouvé ici sur une tendance qui était plutôt baissière, c'est très clair. On le voit, maintenant la moyenne mobile ne sert plus de support, elle sert de résistance. L'idée d'une dynamique haussière, c'est toujours utile de le préciser pour les débutants, mais c'est toujours en fait des creux ascendants. Donc les dynamiques haussières se succèdent systématiques. C'est plutôt des creux comme ça, vous voyez, ascendants, jusqu'à ce qu'on retourne la dynamique. C'est-à-dire qu'on fasse un creux plus bas que le précédent, ce qui a été le cas ici. On est vraiment venu chercher un plus bas. Les résistances sont elles aussi ascendantes. Donc on fait des sommets qui sont là aussi des sommets ascendants. Donc si vous voulez, actuellement on n'a plus vraiment... Du moment qu'on a cassé en fait le niveau qui est situé là, on n'avait plus de doute sur la dynamique à venir. Donc ça, c'est une dynamique, vous voyez, qui est vraiment haussière, creux et sommet ascendant. Du moment où ici, on a enfoncé la résistance précédente, on avait déjà le premier signal clairement baissier sur ce cycle. Désormais, la dynamique, elle est clairement baissière sur du weekly. Donc on fait des résistances qui sont descendantes. Des creux également, donc on voit, on avait le creux qui était là, le creux qui était là, le creux qui était là, donc ça c'est dynamique et clairement baissière actuellement. Donc on est sur la deuxième jambe baissière, on voit clairement qu'on a eu la première ici, on a eu le rejet sur la moyenne mobile ici, la deuxième jambe baissière. Rien ne nous dit pas ici que c'est pas terminé, on ne sait pas ici si on a touché le fond ou pas. Alors je vais virer les traits. Ce qu'on sait, c'est qu'on commence à être sur des localisations qui deviennent de plus en plus intéressantes pour des investisseurs long terme. On est sur une correction de quasiment 50%. Alors on sait que Bitcoin est un actif volatile, d'ailleurs institutionnel ou pas. Ça nous montre que Bitcoin reste très volatile et les mouvements qu'on aura dans le futur, dans les prochaines semaines, seront là aussi volatiles. Alors l'idée pour trouver un bottom, c'est de trouver un support, un prix plancher, je pense qu'on s'en rapproche, et de voir si on arrive à le tenir, avec une volatilité qui tend à se tasser. C'est un petit peu ce qu'on avait vu à l'époque, en 2023, on est venu chercher un prix plancher comme ça, et on a eu beaucoup de mal en fait à repasser dessous. Donc c'est exactement la situation dans laquelle on va se retrouver, c'est essayer d'aller trouver un prix plancher et voir si le support tient, ce qui a l'air d'être le cas pour le moment.
Est-ce que vous allez bien? Je vois que vous êtes nombreux à regarder, mais j'ai pas encore eu de commentaires, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'idée ici, il n'y a pas de questions bêtes sur cette chaîne, c'est d'interagir. Donc si vous avez des questions sur BTC ou même sur des altcoins, on pourra aller jeter un coup d'œil à tout ça. Je vais rajouter ma deuxième moyenne mobile. Donc très clairement, pour ceux qui ont rejoint le live ici, on identifie la tendance, c'est extrêmement important pour pas être biaisé, parce que j'en voyais beaucoup qui voulaient longue, etc. Tout le long du couteau, mais quand c'est baissier, c'est baissier. Faut être dans le sens de la tendance, c'est là où vous ferez le plus de profit si vous tradez. Et puis sinon, ça vous permettra d'essayer d'être sélectif dans vos prises de position sur du spot. Donc l'idée, c'est de rajouter la deuxième moyenne mobile. Je vais virer la première. Et l'idée, donc, quand je mets la moyenne mobile 200 ici, ça va être plutôt pour essayer de trouver des points bas ou des points intéressants sur lesquels se positionner devient un investissement intéressant. La moyenne mobile 200 sur BTC, elle a toujours, en weekly, toujours été une excellente localisation lorsqu'on se situait dessous. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est clairement en train d'enfoncer cette moyenne mobile. Alors, je le répète encore une fois, rien ne nous dit pas qu'on va pas sérieusement passer sous cette moyenne mobile. Il y a des chances qu'on évolue dessous. Mais toutes les opportunités qui se trouvent sous cette moyenne mobile 200 sont pour moi, sur du long terme, des localisations qui sont nettement plus intéressantes que d'acheter du BTC à 100, 110 000, 120 000. Donc, salut Derpark. Donc on rentre tout doucement dans des localisations qui sont intéressantes. Non, on n'a probablement pas le bottom, mais ça ne nous empêche pas d'être objectif et de regarder un petit peu ce qui se passe ici sur BTC. Donc depuis le sommet de marché, on est quand même descendu à moins 52%. On sait qu'en l'occurrence, sur la dernière correction sur BTC, je crois que c'était de l'ordre de moins 70%, peut-être même un petit peu plus si on vient vraiment chercher le plus bas, donc 77%. On sait que globalement, de cycle en cycle, on a tendance à avoir une volatilité qui se tasse, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ici, on était venu chercher 84%, 77%. On est sur du 50%. Donc si on venait vraiment chercher la mèche qui se situe là-dessous, dans le pire des cas, parce que je ne vois pas pourquoi on descendrait plus bas en fait, on serait très très proche de ce ordre de grandeur. Vous voyez, on serait sur moins 60%. Donc probablement qu'on n'a pas le bottom, mais à mon avis on est très très proche ici d'avoir notre point bas. Alors oui, on risque d'enfoncer un peu plus, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je ne peux pas vous dire le contraire tant qu'on est sur une dynamique baissière. Et en tout cas, tout ce qui s'est situé sous la moyenne mobile 200 restait des localisations intéressantes. Pour moi, le point pivot, le point clé, c'est sous le bull flag de 2023. Pour moi, il n'y a pas de question à avoir. On sera clairement très très proche ici de trouver un point bas. Donc là, on pourra parler de bottom sur ces niveaux-là si vous voulez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. On va virer tout ça. Donc rien de plus, sur le weekly, sur ce type de structure et tout, rien de plus à vous dire. Oui, je vais rajouter la deuxième moyenne mobile. Tendance baissière, donc je ne m'attends à pas grand-chose. Tant que ces deux moyennes mobiles là se recroisent pas, on n'a pas vraiment de signal aussi ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut encore prendre du temps. Je pense qu'on va vraiment mourir là-dedans. Et je pense que même si on descend là-dedans, vu l'intérêt qu'on a sur le marché actuellement, je le vois sur ma chaîne YouTube, je le vois sur Twitter aussi, il n'y a pas grand-chose qui va l'acheter ce bottom. C'est comme d'habitude en fait. On va venir lasser les gens là-dedans. Salut Steve. On va venir mourir là-dedans à mon avis. Et puis comme d'habitude, on va poser une structure ici en weekly. Et puis le jour où on va partir, les mecs ne se seront pas positionnés. Salut les gars, je suis là de passage. Ah, courage, tu travailles tard, Fred. Courage à toi. Content que tu m'écoutes comme un podcast, du coup j'imagine que tu dois mettre les écouteurs, donc tu auras moins le son. Petit détail également à préciser, on rentre ici dans des zones de survente, toujours pareil, ça je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on rentre dans des zones de survente sur le RSI, donc c'est des zones qui sont vraiment pas données tous les jours, c'est des zones qui sont prisées pour les investisseurs long terme. Donc si vous avez loupé BTC sur le dernier cycle de quasiment 16 000 $ jusqu'à 126 000, aujourd'hui on l'a à 65 000, les chances qu'on le retrouve autour de 50 000 sont assez fortes. Donc on panique pas, on est dans des localisations qui deviennent très intéressantes. Les marchés s'arbitrent en fait. C'est-à-dire quand on va se retrouver dans des localisations sous moyenne mobile 200, les mecs vont le voir, c'est pas des débiles. Donc ils achèteront probablement sur ces localisations-là. Surtout qu'on aura des nouvelles fondamentales ici qui viendront appuyer tout ça. Je pense vraiment qu'on n'aura pas de remontada ou de tendance fortement haussière tant qu'on n'a pas la loi Clarity qui passe. Je vous le dis comme je le pense, je pense que le catalyseur il est là.
Et tant qu'on n'a pas ça, en fait, rien ne nous dit pas qu'on peut pas enfoncer. Hein. En tout cas, descendre après dans les intervalles de temps. Sur des intervalles de temps plus courts, j'ai quand même l'impression qu'on essaie de trouver ici un prix plancher ou qu'on retrouve un petit peu de momentum. Mais ça veut pas dire vous comprenez bien, ça veut pas dire qu'on a trouvé le bottom. Ça veut dire qu'on peut avoir des rebonds techniques parce que dans des tendances baissières, on a toujours en fait ce genre de structure. On peut avoir des petites choses comme ça, on revient chercher un peu plus haut, on peut descendre un petit peu plus bas et puis ensuite on peut avoir un reversal, on peut avoir ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut observer. Et ça, malheureusement, vous voyez, on est en weekly et les données, on les a pas encore. Il faut vraiment se projeter sur le moyen long terme. Ça a d'accord. Ce week-end là, tu penses qu'il va y avoir des bombardements possibles. Donc BTC a tendance à réagir à ce type de nouvelles. On va voir ce qui va se passer. Mais c'était déjà le cas et il l'avait déjà annoncé pour le week-end dernier. C'est rien passé, donc on verra. C'est possible, hein. Possible que ça tombe ce week-end. En tout cas, ils ont l'air d'être en train de parlementer, je crois. Ils essaient de trouver un accord. On verra bien si ça passe ou pas. Sinon, comme tu dis, on va observer la macroéconomie, la géopolitique ce week-end. Est-ce que vous avez des questions ici sur BTC? Je vous le dis en tant que tel, quand je vois ça, pour l'instant, on peut pas parler de bottom. Je peux pas vous mentir en vous disant là, c'est le point bas. C'est pas possible. C'est pas le cas de toute façon. Tant qu'on n'a pas des vraies structures de consolidation et tout comme ça, on ne peut pas parler de bottom. Avec une vraie baisse de la volatilité. Hein, oui, on commence à avoir une baisse de la volatilité ici, mais on pourrait très bien avoir un push encore vers le bas. L'Iran refuse. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, donc il risque de prendre... ça risque d'être à mon avis, ça risque d'être une opération un petit peu comme Maduro. Il y a des grandes chances que ce soit pas bombardement, mais ça risque d'être très ciblé. Peut-être couper des têtes un petit peu importantes, ce genre de choses. Et peut-être 2-3 bombardements. Je pense pas que ça vise les civils. C'est pas une guerre à proprement parler. Donc je pense que ça va être une attaque tactique très rapide. Micro-stratégie. Ouais, est-ce que tu as une question sur micro-stratégie? Parce que pour moi, ça, c'est juste du FUD. Hein. Le truc de micro-stratégie qui va vendre ses BTC et tout, j'y crois pas trop. Hein. Vraiment, pour moi, c'est juste du FUD. Et je pense que quand on va vraiment parler de ça tous les jours, on sera probablement au fond du trou. Je vois pas pourquoi... Enfin, j'y crois pas en tout cas, cette histoire-là. C'est possible, hein. Mais lui-même l'a dit de toute façon... je crois qu'il a des créances jusqu'en, je sais plus, 2000, je sais même plus, c'est dans plusieurs années, je suis même pas sûr qu'ils soient inquiétés en fait. Il faudrait qu'on ait un BTC sous 35 000 $ sur plus de 5 ou 6 ans. Enfin, tu vois, le scénario catastrophe, il y a quand même peu de chances enfin, il y a probablement peu de chances que ça se produise. Oui, pour moi, il y a pas de problème. Enfin, je te dis pas qu'ils peuvent pas se faire liquider ou qu'ils vont pas être obligés de vendre leur position, mais là, en l'état, aujourd'hui, à 65 000 $, pour moi, c'est du FUD, hein, c'est rien d'autre. Hein. Ils sont pas menacés là directement. Même s'ils peuvent être en négatif sur leurs investissements et tout, parce qu'ils ont quand même vachement passé d'ordre là-haut, pour moi, il n'y a pas de risque immédiat concernant MicroStrategy. Et s'il y en avait un, ce serait plutôt du FUD. Mais ça, on verra dans plusieurs mois. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils vont pas tomber. Je vois pas pourquoi. Tout le monde parle de ça, mais il y a un risque, mais pour moi, il est quand même petit. Je n'y crois pas, si tu veux. Je pense que c'est plus du FUD qu'autre chose. Les gens aiment bien se faire peur. Et souvent, en plus, dans des périodes où, encore une fois, hein, excusez-moi pour le micro, encore une fois, quand on se retrouve là dans des zones de survente, c'est précisément dans ces zones-là qu'on a ce type de discours, où on commence à avoir des choses, tu verras, on va nous parler des attaques quantiques, on va nous parler de la manipulation sur les marchés, on va nous parler de micro-stratégie qui va vendre, enfin voilà, ça fait partie du truc, c'est les rumeurs sur les manipulations des anciens de FTX. Ça, j'ai pas entendu parler. Là, pareil, il faut voir ce que ça représente. Hein. Pour faire bouger BTC, il faut quand même de la thune, tu vois. Donc, même des petits institutionnels peuvent pas le faire bouger énormément. Il faudrait que ce soit des énormes portefeuilles. Donc, je sais pas, tu sais, moi, les rumeurs, je les écoute. Ça va, ça vient. Le plus important, c'est de regarder les structures, les patterns. Le reste, ça reste du vent. Et plus on va s'enfoncer, et plus on va en entendre parler, de toute façon. Je te dis, quand on se situait là-haut, là je m'en rappelle très très bien, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très très difficile de vendre pour la plupart des particuliers, parce que quand on se situe là-haut, t'as quasiment que des bonnes nouvelles en fait. Et quand ils se situent là-bas dessous, sous la moyenne mobile, t'entends vraiment toutes les saloperies passer. C'est vraiment, mais je vous jure, je suis là depuis 2016, c'est tout le temps pareil, c'est infernal. Quand on se situe sous moyenne mobile 200, qu'on a corrigé de 60-70%, vous avez énormément de FUD et tout. Et puis dès que ça repart, vous avez que des good news. Mais c'est vraiment tout le temps comme ça. En tout cas,
Ces deux moyennes mobiles tendent à se rapprocher. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça va de pair avec ce que je vous ai dit. Je pense qu'on s'approche d'une zone de prix, d'un prix plancher qui situe, hop, je vais virer ça, qui situe clairement sur ces niveaux-là. En plus, on n'est pas trop loin du double top. Et on sait que BTC a tendance à plutôt se poser dessus, plus qu'à les enfoncer réellement. Il les enfonce un peu, mais pas de marge. Donc je pense qu'on est vraiment, je vous dis, la mèche sous le bull flag, pour moi, c'est éventuellement la dernière zone sur laquelle en tout cas, c'est pas une zone qui se vend, là, très clairement. Hein. C'est une zone qui s'achète 49 000 $. C'est un excellent prix ici sur BTC. Voilà, donc on peut descendre, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe en daily, mais je pense que vous avez compris le topo. Hein. On évolue sur une dynamique qui est clairement baissière, creux sommet descendant, sous moyenne mobile 200, ça devient intéressant, pas de bottom à l'horizon, donc on continue d'observer. De toute façon, je le vois, hein. Je fais moins de vidéos parce qu'il y a moins de vues, c'est moins intéressant du coup parce qu'il se passe plus grand chose. Donc je le vois même sur mes statistiques, on est déjà en train de lasser les gens. Et en fait, les gens s'étaient déjà lassés ici en fait. Donc imaginez-vous, là, il n'y a plus grand chose. Hein. Et sachant que le particulier, globalement, il s'est exposé sur des altcoins, autant vous dire qu'il a même plus envie d'entendre parler de l'histoire. Enfin, à mon avis. Donc là, on va descendre en daily, voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Autant en weekly, on voyait pas ce qui se passait. Autant là, c'est cool avec cette petite mèche là qui est venue rechercher le haut du. Ouais, parce qu'on est espèce de triangle ou de range. Alors on peut tracer les deux, on peut même tracer ça. Donc on a eu une espèce de petite contraction ici. On voit qu'on a un RSI qui reprend un petit peu, de couleur. On a quelque chose qui repart comme ça à l'intérieur du canal borné, ce qui nous montre qu'on a quand même eu des achats sur les niveaux qui se situent là. Alors sans faire de la thé à l'aveuglette, il va nous falloir en fait regarder. Je crois que j'ai ouvert ça. Déjà, on peut regarder le funding. Globalement, sur les niveaux actuels là, je trouve qu'on a un funding qui tend à être négatif. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Rappelez-vous, quand on commence à avoir un funding qui s'installe durablement, vous voyez, on revient très vite chercher la zone négative, voire carrément on l'enfonce. Là, on l'a enfoncé un petit peu là. On voit un funding qui redescend. Franchement, les gens ont peur qu'on enfonce. Je suis pas sûr qu'on le fasse vraiment. Je suis pas sûr qu'on ait une autre jambe baissière sur ces niveaux-là. Pas tout de suite. J'en suis pas certain. Je vois vraiment un funding qui tend ici à diminuer. On a quasiment plus de positions qui s'ouvrent. On a un open interest qui a quand même bien dégonflé, ce qui nous montre quand même que les traders en général, les traders, il y a beaucoup de traders contre tendance et souvent des particuliers, mais en tout cas ici, il y a très très peu de positions qui s'ouvrent. Hein. On le voit ici, on a un funding qui tend à baisser. Non, franchement, sur cette pattern-là, je suis pas sûr qu'on enfonce énormément. C'est mes convictions. C'est pas avec ce que je vois. Il faudrait voir un retour au-dessus du range nous permettrait de voir le sentiment, mais pour l'instant, c'est quand même faiblard ici. Hein. En ce qui concerne les liquidations, on commence à avoir des choses qui sont quand même très sérieuses au-dessus du sommet en fait. Hein. Donc 126 000 jusqu'à 150 000, ça s'épaissit énormément. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'on a eu quand même énormément de traders qui ont pris des shorts sur ces positions-là, qui se sont clairement pas fait sortir. On voit que ça a commencé à s'épaissir ici. Donc ils ont commencé à vraiment prendre de plus en plus de positions quand on a commencé à se rapprocher du sommet, et ces positions-là sont toujours là. Donc on a des liquidations massives qui se situent au-dessus du sommet. Donc rassurez-vous, on va y retourner. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, mais un BTC sous 60 000, c'est pas vraiment dégueulasse. Ouais, on va en parler si tu veux juste après. Donc globalement, toujours le même topo, on reviendra chercher ce sommet-là, on laissera pas ces mecs dormir tranquillement. Et l'idée ici, c'est d'avoir des poches de plus en plus épaisses en fait sous les sommets, sous les creux, excusez-moi, pour ensuite aller les chasser. Donc pour l'instant, vous voyez que sous 60 000, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Enfin, ça commence à s'épaissir, on peut aller les chercher, mais c'est pas aussi épais que ça l'était. Je m'inquiéterais vraiment si on commençait vraiment à voir du jaune, un peu de, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de positions longues qui s'ouvrent, et donc ce qui nous montre que un cluster de poches de liquidité à venir chercher, ce qui n'est pas encore le cas. Donc en général, quand on est dans ce cas-là, on a tendance à avoir ce genre de structure. Donc c'est des bear flags sur des tendances baissières, c'est plutôt des bear flags. Vous voyez, on revient chasser en haut, on fait semblant de partir, les positions s'accumulent de plus en plus en haut, et puis on descend d'un coup les chercher. Ça ressemble quand même vachement à ça. On est probablement dans ce cas-là. Donc ici, on est peut-être dans une énième structure qui va prendre peut-être encore un petit peu plus de temps. Vous voyez, un petit peu comme là, vous voyez, on était vraiment sur un truc un peu comme ça.
Hop, je duplique ça. Donc ça, c'est classique, hein. Les structures de continuation baissière, on n'a pas encore le haut puisqu'on est clairement encore dessus. Donc on attend en fait la construction sur ce support-là. Oui. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On est dans une petite contraction. Rien ne nous dit pas qu'on va pas essayer d'aller rechercher au moins la moyenne mobile, un petit peu comme on avait fait ici, pour essayer de repasser un petit peu au-dessus. Donc pour l'instant, je joue toujours sur du rebond technique personnellement. C'est pas pour autant que je prendrai de position ici. C'est quand même très dangereux. Donc l'idée, c'est surtout d'attendre des vrais patterns, des vraies structures, des vraies résistances pour prendre des structures. Et pour le coup, je prendrais plutôt des shorts en fait, hein. Soit au niveau de la moyenne mobile ici, 40, soit au niveau de la moyenne mobile 200 si on revient la chercher. Je vous l'ai dit, la probabilité ici qu'on puisse à un moment donné ou l'autre retourner chercher le support qu'on a perdu ici, c'est quand même des probabilités qui sont assez fortes, je pense, hein. Donc à voir, à observer, mais je suis plutôt d'avis, je suis plutôt sur ce truc-là. Même si on revient chercher les bas ici, il y a de grandes chances qu'on ait au moins un rebond technique et essaie de nous ramener sur le niveau des 80 000 ici, au moins pour tester le support qu'on avait perdu ici. On a vraiment le support qui est ici, c'est vraiment ici qu'on a vraiment cassé. Donc il y a de grandes chances qu'on revienne chercher ces niveaux-là, et attention, on aurait la moyenne mobile 200, on aurait vraiment beaucoup de choses ici qui seraient quand même dangereuses. Je vous le redis, hein, si on doit repartir à un moment donné sur une dynamique haussière et tout, ça ne se fera pas sans retester des résistances. Et ça ne sera pas sur un minimum de rejet. On ne va pas recasser la moyenne mobile comme ça d'un coup. J'y crois absolument pas. Donc quoi qu'il arrive, ici de toute façon on va se faire chier. Mais même si on est sur des structures comme ça et qu'on venait à chercher cette zone de prix, derrière il y a de grandes chances qu'on ait un dernier push pour revenir chercher beaucoup plus bas. Pour avoir cette zone de capitulation qui pourrait se faire justement dans les poches de liquidité qu'on a vu tout à l'heure. Dites-vous bien que le marché est quand même piégeur. Donc ici, n'attendez rien de particulier sur... je pense même qu'on peut parler de semaines ou de mois. Je ne veux pas vous perturber, mais ici, il n'y a absolument rien de dossier pour le moment. Oui, on peut avoir des rebonds techniques, ce genre de choses, mais ça veut absolument pas dire qu'on est de retour sur... Et c'est ça le piège. C'est que si vous faites pas du DCA dans des localisations qui sont intéressantes et qu'on a du rebond technique et qu'on revient chercher par exemple cette zone de prix, alors ça peut se faire avec... ça c'est possible, hein, au passage, hein. Qu'on ait ça, qu'on revienne chercher la mèche et puis ensuite qu'on ait un rallye comme ça, c'est extrêmement dangereux. Ça peut piéger énormément de personnes et puis derrière vous êtes là, vous dites merde, je vous la rachetez là et puis derrière le truc redescend plus bas et puis c'est compliqué. C'est pour ça que quand on est au fond du saut, qu'on est dans des bonnes zones de survente, etc., du DCA à long terme, c'est jamais une mauvaise idée. Bien sûr, du DCA précisément parce qu'on ne connaît pas le bottom. Sinon on peut juste attendre des signaux techniques, hein. Là pareil, on risque d'avoir cette, je la vois donc je vous la montre, on a également ça là. Donc ces deux tops, on trace. On a la zone qui se situe là autour des 80 000 $. On aurait la moyenne mobile 200. Ici, c'est clairement pas une zone acheteuse, je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis, hein. Ici, il ne faudra pas l'acheter. Il ne faudra pas acheter du BTC à 80 000. Je vous préviens déjà qu'ici, si on tape cette zone de prix, moi je la vends, je l'achète pas, clairement. Tranquille, frérot. Ça va et toi, tu vas bien? H-Crew, alors je crois que toi, si je dis pas de bêtises, je crois que tu es sur le Discord aussi, non, il me semble. Salut Pixel, un petit point technique sur... on va en parler, ouais, je pense qu'on va en parler. Donc BTC, voilà l'idée que je me fais du truc pour le moment. Donc dynamique, toujours baissière, continuation baissière. Attention à la zone des 80 000, si on revient la chercher, elle est évidente, elle est énorme. Celle-ci, elle se voit gros comme une maison. Probablement qu'on attend Clarity Act pour avoir une vraie réaction sur les marchés. C'est clairement ça qu'on est en train on l'a clairement pas pressé, on attend clairement ça. Et n'attendez rien de particulier pour les prochains mois. Pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de tête oblique, au-dessus des moyennes mobiles, on est sur quelque chose de baissier, d'accord. Et donc on commence à rentrer dans des localisations d'accumulation dans lesquelles on peut acheter du BTC tranquillement, un petit peu tous les mois. Ether, il est très corrélé, évidemment, il est plutôt corrélé à BTC, ce qui veut dire que lui, c'est un petit peu pareil, hein. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des deux moyennes mobiles, on est sur une continuation baissière. Ce qui va nous intéresser ici sur Ether, c'est la diminution de la volatilité. C'est-à-dire qu'idéalement, on aimerait voir, c'était un petit peu comme ici, des jambes baissières qui sont de moins en moins violentes. On voyait qu'on avait vraiment des pushs qui étaient assez importants, hein. Et puis derrière, vous avez vraiment des jambes qui tendent à diminuer. On a une diminution de la volatilité à chaque fois qu'on descend de plus en plus bas. Et puis là, clairement, vous aviez la reprise de la moyenne mobile, ce qu'on n'avait quasiment pas fait sur la dernière correction, excusez-moi. Donc c'est précisément ça, vous voyez, à chaque fois qu'on est revenu chercher les moyennes mobiles,
on se faisait rejeter ici. On repassait au-dessus et là on s'est posé dessus, on a consolidé dessus. On a essayé on est repassé sous la zone de prix qu'on avait perdue. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a eu une réaction très rapide. On voyait qu'on avait un reversal sur ces niveaux-là. Pour l'instant, je vois pas ça. C'est pas des structures de reversal. Pas encore en tout cas. C'est pas ce que je vois sur Ether. On le verra quand on repassera au-dessus. Il faudrait repasser au-dessus de la moyenne mobile rouge pour avoir des vrais premiers signaux aussi. C'est toujours pas le cas. Après, les patterns ne ressemblent pas toujours à ça. Vous voyez, on peut aussi avoir ce genre de choses. Là, pareil, si on commence à avoir un support comme ça, c'est cool, c'est plutôt bon signe. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Je fais des AT en daily, là. Donc, même si je l'ai fait en weekly, on commence à avoir un petit cluster de mèches, mais c'est pas encore suffisant ici pour vous dire, tiens, on enfonce ou pas. On sent qu'on a une diminution, clairement, de la volatilité. Donc, je pense pas qu'on enfonce vraiment beaucoup plus. Sur Ether, quand même, le ménage, il est quand même salement fait. On se rend compte qu'on est comme sur le bas d'une structure. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais la trend que vous avez là, si vous croyez en Ether, je vois pas si on croit en Ether, je vois pas à quel moment c'est pas une opportunité, en fait, si vous voulez, de revenir chercher cette trend-là. À chaque fois, encore une fois, faut rester pragmatique, hein. J'essaie de l'être, hein. J'ai mes biais, moi aussi. Mais si on regarde ce qui se passe ici, je vais virer la moyenne mobile 40 parce que c'est une court terme. Mais si on regarde le long terme, sur Ethereum, hein, quand on est repassé sous la moyenne mobile 200, on l'a fait ici, on l'a rapidement fait ici, on l'avait fait ici, et là on y est. Ça a été systématiquement, je vous le dis comme je le pense, hein, jusqu'à preuve du contraire, ça a été toujours des opportunités qui étaient incroyables et qui nous offraient un rendement qui était intéressant. Vraiment, hein, je vous le redessine. Hop, on n'y est pas resté longtemps. Donc, ça veut dire quoi la moyenne mobile 200? Parce que vous voyez souvent sortir ça. Franchement, non, mais on est dans une zone de sous-évaluation, c'est incroyable. La moyenne mobile 200, c'est quoi? C'est le prix moyen d'Ether sur les 200 dernières périodes. En l'occurrence, les 200 dernières semaines. C'est le prix moyen d'Ether. Ça veut dire que quand on se situe au-dessus de cette moyenne, on tend à être sur quelque chose de surévalué. Quand on est en dessous, on est sous-évalué. Et donc, on a toujours un arbitrage qui fait que ça nous ramène sur cette moyenne mobile. C'est-à-dire que l'arbitrage fait que tôt ou tard, on essaie de revenir gagner la moyenne mobile qu'on a perdue. C'est la première chose. Donc, on est clairement sous-évalué sur Ether. Les probabilités qu'on essaie de venir taper la droite qui est ici sont assez fortes, surtout avec un BTC qui pourrait dévisser. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si Ether reprend l'ascendance sur BTC. Sur ces niveaux-là. C'est-à-dire que si on commence à avoir des achats et tout, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, ce que je vois sur Ether, c'est qu'on est rentré dans des zones de sous-évaluation, qu'on se rapproche sur des points bas de marché. Et donc, si vous croyez en Ether, ces opportunités sont bonnes. C'est clairement mieux de l'acheter sur les niveaux actuels que de l'acheter sur des résistances. C'est précisément intéressant de le faire sous des supports ou ce genre de choses. Donc, on a cassé ce support-là. La dernière zone, elle se situe clairement sur le bas de structure au niveau de la trend. Alors, tu m'as parlé de THBTC, on va voir. Il me semble qu'on a perdu le momentum. Donc là pareil, c'est pas si dégueulasse que ça. Non, faut rester là aussi, il faut rester tranquille. Alors, je suis en weekly. Hein. Après, on pourrait passer en daily. Est-ce qu'il y a des choses Ouais, on verra mieux en weekly. Ça nous permettra d'avoir un petit truc un peu comme ça, long terme. Je vais mettre les deux d'ailleurs au passage. Je vais essayer de tout mettre. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur cette paire là. Donc la paire ETH-BTC nous permet de connaître ici la force d'Ether face à BTC. C'est-à-dire que concrètement, je vous la fais courte. Si cette courbe descend là, ça veut dire qu'on a un Ether qui est plus fragile que BTC. Il vaut mieux avoir du BTC que de posséder de l'Ether si on a cette courbe qui baisse. Quand on a cette courbe qui monte là comme ça, c'est-à-dire que globalement, il vaut mieux posséder de l'Ethereum. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur ce cycle, je vois que la moyenne mobile 200 n'est pas pertinente. Elle est trop long terme. La moyenne mobile 40, je trouve, nous donne plus de signaux intéressants. Si on regarde sur ce cycle actuel et sur les cycles derniers, on a une phase durant laquelle on a un BTC qui est beaucoup plus fort qu'Ether. On a clairement le prix qui a évolué sous la moyenne mobile 40, donc elle colle le prix durant très longtemps. Ça se fait quasiment sur tous les cycles. Oui, on l'a connu aussi ici, ça s'est déjà fait. On a eu un premier signal haussier sur Ether qui s'est fait précisément, donc à l'époque c'était ici en 2020, et là ça s'est fait ici. C'est-à-dire qu'on a eu un élan comme ça qui nous a ramené au-dessus de cette moyenne mobile. Okay. Retourner sous la moyenne mobile 40 ne veut pas dire que c'est plié, que c'est finito pépito et que Ether est terminé.
Non, on peut rester autour de cette moyenne mobile. On peut essayer de consolider, on peut essayer de la regagner. On ne sait pas ce qui va se passer. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé à l'époque sur Ether, les phases où on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, ce qui n'était jamais arrivé sur tout le cycle, les phases où on est repassé dessous à de nombreuses reprises, ça s'est déjà vu en fait. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir si on arrive à tenir ces niveaux-là. C'est extrêmement, je le redis, c'est très important. Parce que si on commence à voir un truc comme ça, et qu'on commence à s'enfoncer, rien ne nous dit pas qu'on peut rechercher plus bas. Je ne le crois pas. Mais c'est possible. Je ne vois pas l'avenir. Encore une fois, je regarde les fondamentaux et tout. Il n'y a pas un monde où Ether, les fondamentaux ne sont pas solides en fait. Ils sont solides. C'est comme ça. Ces fondamentaux sont là. Donc je crois qu'on aura un arbitrage qui se fera. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées sur des vidéos. Après, j'ai les datas qui sont là. Je les ai déjà ouvertes. Mais vraiment, il faut regarder ça. Il faut regarder les datas pour essayer de comprendre ce qui se passe sur Ethereum. On a des records de transactions sur la blockchain. Donc on n'est pas sur une blockchain qui est mourante, c'est quand même important. Le nombre d'adresses actives sur un ATH, on a vraiment, pareil, on a eu pas mal de nouvelles adresses qui ont été créées récemment. Je sais qu'il y a pas mal les RWA drainent un petit peu aussi tout ça, si ça veut bien charger, non? Ce site est intéressant, il permet vraiment de voir les flux qui passent. Bon, ça n'a pas l'air de charger, si. C'est une usine à gaz, ce site, voilà. Donc ça, c'est les RWA, donc c'est les institutionnels qui passent une partie de leurs indices sur Ethereum. Donc on est sur une croissance organique, toutes les entreprises aimeraient avoir un bilan comme ça. C'est quelque chose de croissant, vous voyez. Donc les fondamentaux, quand je dis qu'ils sont là, je vous mens pas, je les vois. Donc à un moment donné, vous voyez, les fondamentaux sont solides. Il y a une décorrélation entre ce que je vois sur les métriques d'Ethereum et ce que je vois sur son prix. Il y a une décorrélation entre les deux. C'est ce que dit Tom Lee au passage, et j'ai tendance à rejoindre sa position. Je pense sincèrement que les actifs s'arbitrent. Voilà. Vous savez que j'apprécie Ethereum en plus. Je l'apprécie parce que les fondamentaux me plaisent. Le pourcentage de stacking aussi. On est sur un ATH. De plus en plus de gens ont stacké, donc on est sur plus de 30% de la supply qui est stackée. C'est les tokens qui ne sont pas mis en jeu. Et tout ça, ça contribue. Vous voyez, le nombre de contrats aussi. Il y a quand même de plus en plus de projets qui sont montés sur Ethereum. Bon, je vous montre ça, mais ça nous montre ici quand même qu'on a globalement, même là, c'est incroyable. Même là, on a pas mal de contrats qui... Non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se construire sur Ethereum en ce moment. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est ce qu'on appelle la queue de validation pour stacker ou déstacker ces Ethers. Et pendant très longtemps, cette courbe rouge qui représente les exits, c'est-à-dire que demain vous avez des Ethers, vous voulez les déstacker, elle représente cette courbe rouge, et à contrario, la courbe bleue, c'est ceux qui entrent sur les protocoles de stacking. Et donc on voit qu'on a vraiment un croisement entre ces deux courbes qui nous montre que globalement, plus personne ne déstack, voilà, et vous avez une queue plutôt importante qui représente 5 millions de tokens, si je ne dis pas de conneries, 4 millions de tokens, qui sont en attente de rentrer dans des protocoles de stacking. Et je crois même qu'il fallait 70 jours pour... je crois que l'attente était de quasiment 2 mois pour mettre en stacking ces Ethers. Il me semble l'avoir lu. Donc ces deux courbes s'inversent, ce qui veut dire que plus personne ne vend... Parce que quand vous déstackez, par principe, c'est pour vendre vos tokens. C'est pas pour le plaisir de les déstacker. Et quand vous mettez des Ethers en stacking, c'est que probablement sur le long terme, vous comptez pas les vendre. Vous voyez, ça envoie un signal. Ça, c'est pas... Quand vous stackez vos Ethers, c'est que vous n'avez pas l'intention de les vendre dans 2 jours. Alors, je pense que cette courbe bleue, elle est en partie menée par Tom Lee, je pense. Le mec a quand même acheté, il a quand même acheté, je crois, justement... ça correspond quand même. Hein. Il a acheté combien de millions, lui, d'Ether? Vous avez le chiffre? 4 millions? Vous voyez, ça correspond quand même beaucoup avec ce qu'il a acheté. En soi, il a commencé cet été, hein, donc c'est pas suffisant pour expliquer ça. Parce qu'on voit que c'est vraiment depuis fin d'année, on a vraiment une augmentation d'Ether qui partent en stacking. Donc vous voyez, ces données-là, elles sont plutôt bonnes, donc c'est plutôt rassurant. Et donc c'est pour ça que je vous dis que quand je corrèle les données, s'il faut faire de l'analyse fondamentale quand même sur un actif, j'ai tendance à penser qu'on est plutôt dans le pré-scénario qu'on a eu exactement en fait en 2020, durant laquelle on a vraiment lassé tout le monde
autour de cette moyenne mobile. Hein, ça veut simplement dire qu'on oscille autour d'un prix moyen sur une paire ETH-BTC et que le jour où on aura vraiment un affranchissement de cette paire au-dessus de la moyenne mobile, on aura quelque chose de probablement très volatile et on aura une phase ascendante comme on l'a déjà connu sur les deux derniers cycles. Enfin, les deux derniers cycles. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Donc pour l'instant, je te dirais que on rentre dans un pattern où c'est plus vraiment baissier comme ici. C'est plus vraiment haussier. On est en train de consolider au-dessus sur cette moyenne mobile, exactement comme à l'époque. Et tu vois, ça peut prendre du temps. Hein. À l'époque, si qu'on jette un œil à ça rapidement, on va prendre la date. Du moment où on est revenu toucher cette moyenne mobile, un petit peu comme là, tu vois. Et le moment où on a vraiment eu un run très parabolique sur Ether, il y a eu 61 semaines qui se sont produites. Et là, du moment où on a touché là, on n'est qu'à 30. Donc tu vois, faut laisser faire les choses. C'est une analogie, je ne vous dis pas qu'il va se passer exactement la même chose, mais du moment où on est revenu chercher cette moyenne mobile, qu'on est repassé au-dessus, qu'on a commencé à avoir des signaux intéressants sur Ether, il a fallu attendre 60 semaines avant qu'on ait vraiment une phase très ascendante et très verticale. Et au passage, on a probablement, si ça tient d'ailleurs, si ça tient, si le support qui est ici tient, les objectifs sont clairement le haut de la structure qui se situe là pour moi. On fera pas juste un truc de demi-mesure. Si on s'affranchit vraiment de la zone qui se situe là, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher là. Ça peut être très volatile. Je vous l'ai déjà dit. Je maintiens Ether est un actif qui peut être très volatile. Et il est dangereux dans les deux sens. Tout le monde se plaint de son prix, mais personne ne se plaignait là quand on a eu une ascension si forte. Ether a eu une performance de 260% en l'espace de 2-3 mois. Donc ça marche dans les deux sens. Il faut être préparé à ça. Quand ça part, ça va très vite. Voilà. Je réponds à toutes vos questions. Ah bah là, moi, je vois une accélération haussière pour aller chercher le FSG Weekly 72, 76K pour un petit peu, ouais. Sur, voilà, voilà. Moi, je pense un peu ça aussi. Hein. Je pense exactement la même chose sur BTC. Je pense qu'on est vraiment dans ce cas-là. Ça aurait du sens pour moi, ça. Ce que je vous montre là. Vous voyez, ça aurait du sens. En plus, on pourrait vraiment construire quelque chose ici sur le RSI. On réintégrerait un petit peu. On viendrait chercher derrière la divergence comme ça, en venant chercher un creux plus bas. C'est ce type de choses que j'anticipe. Ouais. Maintenant, on verra. Mais ça aurait du sens sur BTC qu'on ait un retest. Ouais, ce serait un setup pour short, hein, au passage. Toujours. Hein. Là, les gars, il n'y a pas de. Je veux pas que vous redeveniez bullish sur les 80 000. Je promets qu'il redevient bullish, c'est pas possible, les gars. On reteste les 80 000, c'est qu'il n'y a pas un monde où on prend pas une cartouche sur ces niveaux-là. Je le redis, les probabilités sont fortes. Vous voyez, des fois, quand je sais pas. Mais quand les probabilités sont fortes, elles le sont. Et là, le retest du niveau des 80 000, il est dangereux pour moi. Il n'y a pas un monde où les mecs vont pas se positionner en short. Clairement. Après, sur les altcoins, je regarde BTC et Ether parce que c'est deux actifs qui s'achètent en spot. Je ne regarde pas vraiment ce qui se passe sur les autres, mais je crois que globalement, les altcoins ont vraiment pris cher. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voulez voir, mais le total 3, donc c'est les altcoins là, on a vraiment pris cher ici. Donc dynamique très baissière. Il va nous falloir un petit peu plus qu'une bougie pour venir chercher clairement, on n'est pas au bout hein, pour les altcoins. Il va falloir être patient. Donc ceux qui ont des altcoins, vous savez que je vous déconseille d'en acheter, excepté Ether. Mais là, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de particulier. On a clairement cassé la dynamique ici. On était sur sommet, creux, sommet ascendant. Vous voyez. Et là, on est repassé sous le sommet précédent, et puis on est clairement repassé quasiment on est repassé sur le support précédent. Donc au mieux, on est dans une espèce de range à la con ici. On va se faire un peu, on va s'ennuyer. Sinon, on va continuer en fait. On va aller mourir un petit peu plus bas. Ça, c'est plutôt ce que j'anticipe. Je vous dirais plutôt ça. Je dirais qu'il y a des chances qu'on aille mourir un peu plus bas. Mais on n'est plus très très loin du fond, hein, si vous voulez mon avis. Je ne suis pas pour ça pour vous rassurer, hein. Mais encore une fois, les zones weekly de survente là, c'est souvent on n'est pas très loin du fond. Après, on commence à avoir un tassement de la volatilité, vous voyez. Là, on vient mourir, on vient chercher, ouais, on est un petit peu dans ce cas-là, ouais, regardez, on a un peu les mêmes structures. Double top.
le support qui se situe là. On vient mourir dessous, le support qui se situe là. On a les 2 supports qui se situent là. Donc, ouais, la zone de prix qui se situe là. Je pense que c'est le bottom ici. Donc, vous voyez, on peut encore souffrir un petit peu sur les altcoins, courage. Et après, vous verrez peut-être un petit peu la lumière. Mais on aura probablement une phase aussi un petit peu comme ça. Et même si on a un BTC qui repart entre-temps, ça ne veut pas dire forcément que les altcoins vont repartir. Ça veut juste dire qu'elles vont poser un bottom. C'est possible qu'elles posent un bottom. Quand Bitcoin aura posé le sien et retrouvera une dynamique haussière, il y a de grandes chances que les alts, elles, posent le leur et puis structurent quelque chose avant d'avoir quelque chose d'un peu vertical et tout. Donc voilà, on a quand même fait un joli tour d'horizon. Je vous dirais que pour l'instant, les perspectives sont baissières, que le bottom n'est pas trouvé, qu'on atteint des zones de prix qui deviennent intéressantes, pour tous ceux qui ont rejoint le live un peu plus tard, que la moyenne mobile 200 s'achète, sous moyenne mobile 200, donc sous ces zones de prix, c'est des niveaux de prix qui sont intéressants de plus en plus, et que vous avez de grandes chances de trouver le bottom ultime sous moyenne mobile 200 dans cette zone de prix. Là, très très proche de la mèche qui se situe là, pour moi. Ces zones de prix, elles s'achètent, clairement. Et donc, tant qu'on n'a pas après un reversal, alors certains préfèrent des garanties, vous pouvez acheter le reversal. Vous attendez d'avoir un tassement de la volatilité, des divergences qui sont haussières. Pour rentrer, je comprends. Si vous n'êtes pas à l'aise, parce que là, vous avez de grandes chances de passer négatif sur vos investissements si vous achetez maintenant. C'est le risque qu'on prend quand on fait du DCA. Sur le long terme, ça sera payant. Sur ces zones de prix, c'est évident. Mais si vous ne supportez pas ce genre de choses, attendez simplement des vrais signaux. Genre, on peut simplement attendre le creusement de moyenne mobile. Attendez que les 2 moyennes mobiles se rapprochent. Et puis si on est dans cette zone de prix, que vous voyez les deux qui sont très très proches de se croiser, c'est que vous êtes probablement au fond du seau, au fond du trou. Voilà, donc en ce qui concerne BTC, cette vidéo sera le replay de lundi. Voilà. Sinon, pour tous les autres, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un petit peu comme d'habitude. Et je vous retrouve probablement mardi pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'en ai fait moins. J'avais ma fille à la maison. Elle était malade, donc voilà, c'était papa trader à la maison plutôt pour la surveiller, plutôt que pour faire des vidéos YouTube. Mais la semaine prochaine, j'en ferai un peu plus. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Et ciao tout le monde.